Donc une première table ronde intitulée Mise en œuvre de la PPE, contribution de l'éolien au développement régional. Alors on peut le prendre comme une affirmation, comme une question. On sera là effectivement pour préciser la chose. Une petite précision néanmoins plusieurs précisions avant de commencer les discussions. La première, c'est que vous l'avez compris, on va axer le débat sur la question du développement régional, que nous devions avoir l'intervention de Jean Rotner de la région Grand Est, qui ne sera pas là. Donc forcément, ça enlèvera un petit peu de ce point de vue-là, mais néanmoins, Charles Lermite, qui est délégué, je crois, pour la région Grand Est à la FE, pourra effectivement nous donner les éléments d'information en direct de ce territoire. Deuxième petite précision avant que nous commencions les prises de parole. Là encore, vous aurez la possibilité de poser des questions, de demander des précisions. Donc n'hésitez pas, on va aménager un temps d'échange avec vous dans la salle. Donc ne soyez pas surpris. Alors, mise en œuvre de la PPE, je serais tenté de dire c'est presque une évidence. On voit ce mot, cet acronyme sur toutes les bouches en ce moment. Tout le monde est dans l'expectative de la future qui devrait donc être publiée d'ici une quinzaine de jours. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique l'a assuré. Forcément, on pourrait être tenté de parler de ce que l'on voudrait voir dedans, de ce qu'on aimerait y voir inscrit. Je pense qu'on n'y manquera pas pendant ces 2 jours. Le fait est que pour l'instant, je vous propose qu'on se tourne plutôt vers celle qui est actuellement en cours et que l'on s'emploie déjà à regarder où est-ce que nous en sommes par rapport à la trajectoire qui a été déterminée. Et pour ça, je vais donner la parole à Anne Bringot. Vous avez lancé avec Leclerc et le RAC un observatoire de la transition énergétique. Forcément, la PPE y figure en bonne place. Est-ce que vous avez quelques chiffres, quelques éléments d'information à nous donner ? Oui, bonjour à tous. Donc Anne Bringot, je travaille pour 2 associations de protection de l'environnement, le Réseau Action Climat et le CLER Réseau pour la transition énergétique. Et comme vous le savez tous, on a des objectifs dans la loi de transition énergétique. Et on a ensuite des documents de programmation, dont la PPE, pour s'assurer effectivement qu'on va tenir ces objectifs en les déclinant sur quelques années par filière pour voir où on va. La difficulté, c'est que les résultats ou le suivi de ces indicateurs est peu accessible. Si vous avez eu la curiosité d'aller voir l'annexe du dossier du maître d'ouvrage sur les débats publics PPE, alors vous avez eu la chance de trouver le suivi fait par la DGEC des indicateurs de la PPE, sinon c'est difficilement accessible. Et sur la partie climat, dans la stratégie nationale bas carbone, c'est un peu pareil. Et donc ça nous a paru dommage et difficile du coup d'accès pour les particuliers, mais voilà, tout un public qui voudrait connaître ces chiffres, de se les approprier, de se faire sa propre opinion. Et donc on a lancé ce site internet qui s'appelle observatoire-climat-énergie.fr et qui montre où on en est en France par rapport aux objectifs fixés dans la stratégie nationale bas carbone et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc vous avez une entrée climat avec la stratégie nationale bas carbone et une entrée énergie avec la PPE. Et l'internaute peut ainsi voir quels étaient les objectifs fixés ou quels sont les objectifs fixés et où on en est. Et le but du site, c'est uniquement, puisque l'internaute n'est pas forcément spécialiste du secteur, il ne peut pas se faire une opinion quand il voit une courbe pour voir si ça monte ou ça descend, si c'est bien ou pas. Le site est basé uniquement sur des écarts entre les objectifs et le réalisé. Donc un internaute non spécialiste peut quand même se faire une opinion comme s'il regardait dans son entreprise un écart entre un budget et ce qui a été réellement dépensé. Donc sur la partie énergie renouvelable, eh bien on voit effectivement, alors je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Alors moi j'ai une zapette dans les mains, je ne sais pas si en appuyant dessus, on va voir les slides passer. Voilà, parfait. Et je vous passe le boîtier. Parfait. Donc sur la partie énergie renouvelable, on a un objectif de 23% en 2020. Et vous voyez, et vous le savez, puisque vous êtes spécialiste du secteur, qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Alors, les chiffres 2017 sont sortis hier, donc ce n'est pas encore à jour. Mais en 2016, vous voyez qu'on avait 12%, plus de 12% de retard par rapport à ce qu'on aurait dû faire en 2016. Et en 2017, le chiffre est sorti hier, on est à 16,3% de renouvelables. Dans la consommation d'énergie en France en 2017. Donc encore un retard malheureusement, on ne rattrape pas la courbe et on s'éloigne de plus en plus de la possibilité d'atteindre les 23% en 2020.
Si on zoome un peu sur l'électricité, donc la part d'électricité dans la production, l'objectif de 40% dans la loi en 2030, eh bien on voit aussi qu'il y a eu plutôt une baisse en 2017. Alors ensuite, c'est lié aussi à des conditions climatiques, notamment sur l'hydraulique. Mais on voit qu'on a quand même un petit point de vigilance sur la partie électrique. Si on regarde l'éolien terrestre, comme ça a été dit, effectivement, on est sur la bonne trajectoire. Donc là, on est en vert. Reste à voir quelle branche va être prise ensuite. Est-ce que c'est la fourchette haute ou la fourchette basse de la PPE actuelle pour 2023? C'est là un peu tout l'enjeu des discussions de la future PPE. Et sur la partie éolien en mer posée, donc on avait un objectif de 500 MW en 2018. Il ne vous aura pas échappé que ça ne va pas être facile. Et 3000 mégawatts en 2023. On connaît tous, enfin vous connaissez mieux que moi, les difficultés dans ce domaine. Et j'en reparlerai plus tard. Puisque je pense que je vais quand même effleurer le sujet de la PPE à venir, même si c'est un sujet qui sera peut-être traité dans d'autres ateliers. Je pense que c'est un sujet qui reviendra régulièrement. Voilà, donc je vais quand même l'effleurer un petit peu. On a commencé à en parler avec le bilan prévisionnel RTE, dont je suis la fan numéro 1, qui est sorti en 2017 et dont l'un des plus grands enseignements, vous avez probablement en tête, c'est que la consommation d'électricité, elle ne va pas augmenter. Malgré le développement massif du véhicule électrique, même si on imagine 14 millions de véhicules électriques en 2035, ce qui est au-delà des hypothèses les plus optimistes d'EDF, eh bien, la consommation d'électricité, elle va baisser dans les premières années et au plus haut, elle peut rattraper le niveau actuel en 2035. Face à ce constat qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, je pense que M. Brotte en a entendu un petit peu parler, et encore, il y a une vision de dire on va exporter, puisque la consommation d'électricité ne va pas augmenter en France et qu'elle va même plutôt baisser. On va exporter du coup beaucoup d'électricité, on va continuer le nucléaire, mais en plus, on va faire du renouvelable. Donc à ce moment-là, on avait un discours assez positif dans beaucoup j'ai parmi beaucoup d'acteurs sur les renouvelables. Mais cette vision exportatrice, en fait, beaucoup d'études ont montré, et y compris RTE qui a fait des études complémentaires sur le sujet, montre qu'il peut y avoir un risque de surcapacité et du coup de baisse du prix de marché. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, là on a des prix de marché plutôt hauts en ce moment, mais si on continue à développer les énergies renouvelables, et si on le fait avec ambition, et si on ne ferme pas de réacteurs nucléaires, eh bien à un moment donné, on va quand même avoir du mal à exporter, on pourrait avoir du mal à exporter autant, et du coup avoir des prix de marché qui s'effondrent, ce qui mettrait en péril la rentabilité des producteurs, que ce soit EDF ou les producteurs d'énergie renouvelable, bien évidemment. Donc, nouvel argument qu'on entend de plus en plus ces dernières semaines, c'est le renouvelable, ça coûte cher. Alors, ce n'est pas le coût, effectivement, initial, actuel des renouvelables neufs. On sait que c'est beaucoup moins cher que le nucléaire neuf. C'est la CSPE, le fameux CSPE. Personne ne comprend bien de quoi il s'agit. Mais on va vous rappeler beaucoup maintenant que c'est 7 milliards par an, que ça va augmenter. Et on ne va évidemment pas vous dire que ce chiffre dépend du prix de marché, puisque c'est bien évidemment la différence entre un prix de marché et un prix auquel on soutient les énergies renouvelables. Et que donc, ça peut évoluer. Souvent, les prévisions de la CRE sont plutôt au-dessus des vrais coûts. Et par ailleurs, si on avait un prix de marché qui ne s'écroule pas, donc si on ne va pas vers la surcapacité, eh bien, les renouvelables coûteront moins cher. Ça, c'est un discours qu'on n'entend malheureusement pas assez. Et du coup, ce qui est en train de se préparer, eh bien, c'est aussi un nouveau bilan prévisionnel RTE. Je pense que vous en parlerez, François Brotte, qui, si mes informations sont exactes, devrait sortir mi-novembre, qui va aller, lui, jusqu'à 2023 et qui va partir sur un cas de base, si j'ai bien compris, avec une consommation stable et une production d'énergie renouvelable qui est plutôt à la fourchette basse de la PPE. Donc un cas de base prudent, c'est le métier d'RTE d'être prudent, voire conservateur. Et dans ce scénario, on peut quand même, si on continue, imaginer des fermetures de réacteurs nucléaires. Et pourtant, actuellement en débat, il y a encore un article aujourd'hui dans la presse, EDF pousse pour 0 fermeture de réacteurs nucléaires à part Fessenheim jusqu'à 2028, ce qui semble être la vision préconisée aussi par une partie du gouvernement.
alors qu'on sait qu'on pourrait faire au moins 8 fermetures d'ici à 2028, voire plus si on est un scénario un peu moins conservateur, c'est-à-dire avec davantage d'efficacité énergétique et une version un peu plus haute des renouvelables. Le risque que l'on a avec ça, c'est que du coup, cette vision qui est on va continuer sans fermer de réacteurs nucléaires amène finalement, et le coût du renouvelable à cette musique un peu qu'on entend sur le coût du renouvelable est très cher, eh bien ça met en péril certaines filières comme l'éolien en mer, où on entend effectivement ces filières coûtent trop cher, etc., sans avoir une vision systémique du coût pour le système électrique et également des emplois, des filières industrielles, alors que la France a raté le coche sur plusieurs filières. Il serait vraiment dommage de rater le coche également sur l'éolien en mer. Et c'est là où je rejoins un petit peu la thématique de cette table ronde sur les régions, puisque la vision finalement de certains adeptes uniquement de vision budgétaire et monétaire court terme, c'est de dire on va faire du photovoltaïque au sol, voilà, en PACA, et on fait que ça, c'est pas cher. Sauf qu'à un moment donné, vous allez avoir aussi une opposition des riverains qui ne vont pas vouloir qu'on installe autant de photovoltaïque au sol. Et par ailleurs, vous avez une question d'équilibre des territoires. Je ne pense pas que les régions soient d'accord pour une concentration uniquement sur de photovoltaïque au sol au sud de la France. Et les territoires, eux aussi, souhaitent des revenus partagés et contribuer à cette transition énergétique dont on a parlé. Donc on aura des premières informations normalement le 30 octobre. On verra de quel côté a penché la balance. Alors François Brotte, peut-être prenez éléments de réaction à votre plus grande fan, ou en tout cas au plus grand fan de vos bilans RTE. Oui, enfin plus j'ai de fans, plus j'ai d'ennemis aussi. Hein, donc, c'est vrai que souvent ça va de pair. Bon, simplement, quelques réactions. Merci de votre enthousiasme. Rendez-vous le 15 novembre pour la PPE, donc je ne dirai rien jusqu'au 15 novembre. Voilà, sinon, pour le BP, post-PPE. Voilà. Première remarque, je pense qu'il faut peut-être clore le débat sur les pourcentages. Parce que c'est en valeur absolue que les choses sont intéressantes. Combien il y a de capacité installée, combien ça produit effectivement. Et un pourcentage, on compare un mode de production d'énergie à un autre, et on fait fi de la dimension internationale. Parce que, quoi qu'on en dise sur l'export, nos amis belges sont très contents qu'on puisse un peu exporter vers eux cet hiver, par exemple. Et nous sommes très contents, à certains moments de l'hiver, qui, lorsqu'il s'annonce froid, nous oblige à de l'importation, ce qui fait qu'on n'est pas en surcapacité dans ces moments-là. Il faut se méfier des moyennes et des pourcentages. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, si ce n'est que du coup, il faut sortir après du débat éolien, renouvelable, nucléaire. Le premier point pour RTE, qui forcément est neutre et indépendant, même si Jean-Bernard Lévy ne partage pas notre approche sur la consommation de temps en temps, et comme le disait Philippe à l'instant, il est là pour nous challenger. Enfin, nous, on est payés pour faire des prévisions et les constater. Après, chacun son métier. La question, c'est le thermique. Aujourd'hui, il n'y a plus de production fuel, mis à part les TAC, qui sont un peu en question. On nous dit que le charbon, il y a une volonté gouvernementale d'arrêter la production d'électricité par le charbon. Quand on prend tout ça, on se rend compte que les ENR, éoliens et photovoltaïques, ne compensent pas cette perte-là. Ne compensent pas. L'hydraulique est là, mais il était déjà là avant. Et l'hydraulique, il a eu parfois des sautes d'humeur pour des raisons de volume. Donc on a un premier sujet sur lequel nous, on alerte. C'est dès l'instant où il y a une volonté farouche et tout à fait compréhensible de diminuer la part d'électricité produite à partir du thermique, là, il faut mettre les bouchées doubles, s'il n'y a pas plus de nucléaire, ce que j'ai cru comprendre, pour que les ENR prennent le relais. On n'y est pas. On n'y est pas. Je note que depuis quelques années, pas forcément que depuis la loi Brotte, pardonnez-moi cette flagornerie, mais l'éolien progresse. On est un peu en dessous de l'étiage prévu, mais ça progresse significativement. Je crois qu'on a de l'ordre de 7 gigawatts qui sont en passe d'être raccordés, de l'ordre de 6 gigawatts et demi en solaire et en éolien, qui sont dans des files d'attente tout à fait raisonnablement acceptés dans un délai assez proche. Donc, on est au rendez-vous, mais on n'est pas encore assez au rendez-vous. Pour relever le défi de la substitution, les centrales à charbon devraient fermer en 2022, on n'est pas tout à fait à l'heure
pour être confortable. Moi, je le dis ici. Donc, moi, je veux bien qu'on ait un débat nucléaire ENR, mais il y a au milieu le thermique. On va surtout parler de territoire. Non, mais oui, enfin, le territoire. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la question principale. Non, parce que j'alerte sur le fait qu'il y a un volontarisme affiché des pouvoirs publics, du président de la République, des ministres, pour dire on arrête le thermique. Bon, il faut que les ENR soient là. Il faut que les ENR... Parce que même si un pro nucléaire disait le nucléaire va substituer, je ne crois pas qu'au-delà de Flamanville, dont j'espère pour que notre équilibre puisse fonctionner, elle démarrera au moment où Fessenheim fermera, mais le nucléaire ne peut pas être au rendez-vous de cette urgence de remplacement du thermique. Seul le renouvelable avec l'offshore qu'on attend avec impatience, parce que la productivité, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, de l'offshore, elle est significative, et donc on en a vraiment besoin. Et je terminerai en disant quand même pour les territoires, et merci de leur appétence, et le président que vous avez excusé est un homme qui est très très volontariste dans ces questions-là, il l'a démontré. On met à peu près 10 ans entre le moment où on élabore un schéma et le moment où on peut commencer à tourner le bouton de la production éolienne ou photovoltaïque. On met à peu près 8 ans, 7 ans, 8 ans, à partir du moment où on a lancé un projet effectif et au moment où il s'ouvre sur le réseau. Et nous, on gère 200 contentieux, comme un certain nombre d'entre vous, sur les territoires. Donc si on n'a pas un accompagnement féroce, volontariste des élus, des responsables associatifs, pour qu'on limite la casse de ce délai de temps perdu, on sera encore moins au rendez-vous. Donc on a aussi ça devant nous, vous le savez bien. Hein. Charles Lhermitte, François Braud disait un instant, effectivement, on n'est pas encore assez au rendez-vous, c'est une vision que vous partagez. L'éolien, manifestement, se porte pas trop mal globalement, mais vers l'avenir, est-ce que vous êtes plutôt confiant ? Alors effectivement, si on se positionne vers l'avenir, on a des inquiétudes très importantes. On a la problématique de l'autorité environnementale aujourd'hui qui bloque des volumes considérables, et ce qui fait que on a une année qui est très belle en mise en service, mais l'avenir, l'année prochaine, 2020, s'annonce beaucoup plus compliqué. Nous, aujourd'hui, on a vraiment la volonté d'essayer d'avoir des volumes beaucoup plus conséquents en éolien terrestre, mieux répartis. Vous avez parlé tout à l'heure d'homogénéité sur les territoires. On a parlé d'acceptabilité tout à l'heure. Il nous paraît important aujourd'hui d'avoir des volumes qui soient en adéquation avec l'échelle des territoires, avoir des parcs éoliens qui soient décentralisés de manière à pouvoir tenir une cadence de 2 gigawatts de mise en service par an. On n'en est pas très loin, on y était l'année dernière, mais on voit que les 2 années qui viennent, entre guillemets, la pompe à autorisation est en train de s'assécher et que la plupart du pipe que vous avez évoqué tout à l'heure est totalement bloqué. Du coup, vous avez publié récemment, je serais tenté de dire, des volontés, les objectifs pour la future PPE. Est-ce que vous pouvez nous en faire part ? Oui, tout à fait. Donc en fait, si on décline ces 2 gigawatts par an, on arrive à 26 gigawatts pour 2023 et je crois qu'on arrive à 37 gigawatts pour 2028. Et on a essayé de décliner ces objectifs par région et encore une fois, de manière à rétablir un peu l'équilibre entre des régions où il n'y a pas ou peu d'éolien aujourd'hui et des régions où l'éolien est massivement présent. C'est le cas de la région Hauts-de-France et de la région Grand Est. Tout à l'heure, vous avez abordé également l'offshore. Vous avez aborder la capacité à avoir finalement une production beaucoup plus conséquente. Il ne faut pas négliger l'évolution technique que nous sommes en train de vivre, la mise en place progressive du repowering sur les plus anciens parcs. Et on a aujourd'hui des parcs éoliens qui étaient à 2200, 2300 heures, et une fois repowerés, qui sont plutôt à 3000, 3500 heures. Donc on a cette évolution technologique, ce remplacement des anciens parcs, ces nouveaux parcs avec des éoliennes beaucoup plus toilées, beaucoup plus performantes, qui nous permettent finalement de produire plus d'électricité avec moins de mâts. Philippe Monlebout, vous avez entendu effectivement la position de Charles Lhermitte, donc qui représente l'AFE. Les attentes sont fortes pour la filière par rapport à la future PPE. Comment est-ce que vous, chez Enedis, vous y avez contribué? Comment est-ce que vous avez participé au débat sur la PPE? Dans la PPE, Enedis a été présent effectivement, dans la mesure où les débats que nous venons d'avoir sont passionnants, mais je dirais, si j'avais une conclusion à tirer pour ce qui nous concerne, c'est qu'il y a un énorme champ qui est devant nous à explorer et à industriellement préparer. François Braud l'a dit, il faut que la filière soit prête à prendre le relais des énergies thermiques. C'est une réalité aujourd'hui, et je pense que ce que vient de dire François est rigoureusement la réalité que nous vivons. De la même manière, les différents outils, qu'ils soient financiers, qu'ils soient technologiques et qu'ils soient en particulier ceux du réseau, doivent donner la capacité à la France à relever les défis. Donc ce qu'a fait Enedis depuis maintenant quelques temps, et on a travaillé, je crois, de manière très, très active et très constructive avec l'AFE en particulier toutes ces dernières années,
pour que les réseaux soient au rendez-vous, ne serait-ce que des 2 gigawatts. Aujourd'hui, on n'en est pas très loin, et je pense que de ce point de vue, nous avons significativement fait évoluer l'ensemble de nos outils, qu'il s'agit des outils de gestion prévisionnelle, qu'il s'agit des outils de raccordement beaucoup plus intelligents, entre guillemets, qui permettent d'avoir, de ce point de vue-là, une réactivité tant en délai qu'en dimension financière, qui est une manière de rendre le marché de la construction et de la production à base d'énergie renouvelable beaucoup plus actif et proactif, surtout parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé avec les schémas régionaux dits S3R-ENR. On a vu qu'à un moment donné, on peut aussi paralyser complètement un système. Et que là-dessus, je crois que la mobilisation des acteurs a été totale, et Enedis y a participé, pour que ces leviers qui sont indispensables puissent être totalement réactivés. Fort heureusement, ça a été le cas. Et on a bien vu qu'en 2018, on a pu donc maintenir cette dynamique qui a été réelle. Donc, moi, j'ai tendance à dire, je participe bien sûr au débat à travers la PPE. Et vous avez publié un cahier d'acteurs, je crois. Voilà, exactement. On a publié un cahier d'acteurs qui visait en particulier à prendre en compte cette dimension des réseaux, au sens que c'est effectivement un des espaces dans lesquels il faut aussi prendre en compte, à travers l'aspect dimensionnement, l'aspect investissement, et que ce soit par la préparation industrielle que je viens d'évoquer, ou que ce soit par les aspects y compris régulatoires, c'est-à-dire que le cadre global soit dessiné de manière à ce que l'ensemble des outils soient favorables à non pas, je dirais, uniquement faire face à une tendance, mais plutôt être prêt à anticiper les évolutions nécessaires. Je pense que moi, ce que je retiens depuis quelque temps, et François a eu raison de le souligner, c'est nécessaire aujourd'hui, parce que les débats, c'est utile, bien sûr, mais aujourd'hui, la réalité ne permettra pas d'atteindre les objectifs s'il n'y a pas cette accélération. Nous, en tout cas à Enedis, nous nous préparons par nos organisations territoriales, par l'évolution des réseaux, et en particulier par la réponse aux territoires. Pour revenir sur la question, le maillage étroit que nous avons avec les territoires nous permet d'être dans l'accompagnement systématique soit des plans climat, soit des schémas régionaux, de manière à ce qu'à travers cette anticipation, il y ait justement une dynamique qui soit créée, que l'ensemble de nos 25 directions régionales, et tout spécialement celles qui sont directement concernées par déjà des phénomènes de saturation que l'on connaît depuis quelques années sur les schémas régionaux, puissent être en mode d'accompagnement et de proactivité pour que les réseaux ne soient pas non seulement un frein, mais qu'ils soient au contraire des leviers potentiels, comme je l'ai souligné avec l'offre de raccordement intelligente à l'instant T, qui n'est qu'un aspect des choses, mais en particulier les énormes programmes de développement de postes de transformation, haute tension, moyenne tension, qui sont souvent des freins en termes de délai de construction. Donc là, nous développons avec RTE en particulier des ouvrages beaucoup plus modulables, beaucoup plus flexibles, qui raccourcissent les délais et qui permettent de contenir et de préparer les rythmes auxquels, j'espère, nous serons en capacité de pouvoir demain faire face en France. Demain, si on a une PPE ambitieuse, vous pourrez suivre effectivement la mobilisation de toutes vos équipes dans les territoires pour continuer à raccorder les champs éoliens ou photovoltaïques d'ailleurs à bon rythme. Nous préparons l'entreprise à des schémas ambitieux, c'est la réalité. Et aujourd'hui, je vous répondrai publiquement, oui, nous serons prêts. François Brotz. Oui, non, sur ce point. Bon, demain est prêt aujourd'hui. Sinon, on ne pourrait pas parler de PPE. Mais je pense qu'il ne faut pas seulement évoquer les turpitudes sociétales qui existent sur les recours. On a la question du process industriel, dont Philippe vient de le rappeler. C'est l'affaire entre la distribution, qui raccorde souvent les parcs, le réseau de transport qui permet l'acheminement, l'implantation territoriale du parc de production avec les producteurs et l'appétence des territoires à ce qu'on raccorde ces parcs. Parce qu'une chose est de trouver un endroit où on pose des panneaux photovoltaïques ou ici un parc éolien, autre chose est d'accepter qu'il y ait une ligne qui aille de ce parc jusqu'à un poste électrique. Lequel poste électrique, soit il existe, soit il n'existe pas. S'il n'existe pas, c'est très compliqué de le créer. On le vit dans notre chair tous les jours, mais on anticipe là-dessus. Je crois que la confiance existe désormais entre les producteurs éoliens et les réseaux, qu'il s'agisse de la distribution ou du transport. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait parfois la suspicion que tel ou tel, perdu du temps, n'était pas au rendez-vous. On joue le match ensemble. Et on travaille sur une mutualisation au maximum pour éviter de créer de nouveaux postes, puisqu'on sait que c'est très difficile. Et quand il faut anticiper sur la création de postes, eh bien, on va au charbon pour faire en sorte que ça puisse être le rendez-vous qu'on tient. Notez une chose, c'est que entre le coût porté par les producteurs éoliens et le coût assumé par le tarif pour tous ces raccordements, c'est 50-50. C'est pas si mal.
Ça veut dire qu'on a raison de mutualiser, qu'on a raison d'avoir cette approche un peu monopolistique qui, dans notre pays, fait foi, mais qui permet et de gagner du temps et de gagner de l'argent. Donc je voulais aussi défendre le modèle devant Enedis. Alors, il y a un autre aspect que je voulais voir avec vous. Pendant des années, en fait, l'éolien, on l'a considéré, et c'est vrai que c'est une énergie intermittente, mais finalement comme étant problématique pour intégrer le réseau, puisqu'elle avait tendance à fluctuer, ainsi que tous les autres énergies renouvelables. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui, quand je lis la presse, notamment la mienne, mais pas seulement, que la donne a changé et que finalement, on se rend compte aujourd'hui que l'éolien rend un service au réseau, notamment du fait de sa flexibilité, de sa capacité à réguler la tension, la fréquence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de votre point de vue, RTE? Quand le vent souffle, oui. Non, la question de l'intermittence, elle est là, je veux dire, elle n'est pas en débat. Et la question aussi du foisonnement au niveau européen. Et donc, peut-être pour nous en elle dire un mot. est neutralisée en partie par le foisonnement, vous avez raison de le dire, au niveau européen, d'où l'intérêt d'un grand réseau de transport qui maille les parcs de production, puisqu'il y a toujours du vent quelque part, donc ce maillage permet de limiter l'intermittence. Les efforts conjoints qu'on fait entre les gestionnaires de réseau et les producteurs sur la possibilité de sécréter quand il y a un pic de vent alors qu'on ne sait pas trop le gérer en termes de refoulement. Notre ami Philippe, il refoule 180% de plus vers le réseau de transport maintenant que ça n'était le cas par le passé. C'est lié notamment au parc de production locale. C'est un nouveau job pour nous, plus 180% de refoulement vers le réseau de transport qui doit se débrouiller pour gérer l'équilibre derrière. Donc, on met de l'intelligence partout sur nos réseaux pour anticiper sur l'arrivée du vent, sa vitesse, sa puissance, pour pouvoir accroître nos capacités de transport. On discute d'écrêtement de temps en temps, et donc à ce moment-là, on fait un deal sur les coûts de raccordement avec les producteurs pour qu'effectivement ce soit un match gagnant-gagnant. Et puis je pense que la question du stockage va aussi nous aider. Les flexibilités qu'on met en œuvre, le régulateur nous a autorisé à mettre en place 3 sites de stockage. C'est une opération qu'on a baptisée Ringo, qui nous permet de stocker et déstocker en temps réel la même chose pour ne pas influencer le marché, pour ne pas impacter le marché, mais qui nous permet de gérer notamment des pics de production à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'à un endroit, il y a production forte, on sait la stocker, on déstocke à un autre endroit en même temps. Tout ça, on le travaille. C'est-à-dire que c'est un exercice obligé que d'arriver à maîtriser, à anticiper l'intermittence, qui est un fait, c'est comme ça, qui diminue dans le temps, vous avez raison de le dire. Et le fait que nous, on soit en adaptabilité de ces flexibilités, c'est de toute façon un choix que nous n'avons pas. Et au niveau de la régulation de tension, fréquence? Oui, ça peut être des régulateurs comme régulateurs. Ça marche dans les deux sens. D'accord. Oui. Juste pour, Philippe Monlebout. mais pour emboîter le pas à François qui vient de l'exprimer, dans la chaîne globale de l'ensemble des acteurs industriels et des gestionnaires de réseau qui y contribuent, cet équilibre national dont il a une lourde responsabilité, elle est en même temps de plus en plus la réalité quotidienne à chaque endroit, à chaque espace, et elle s'applique à tous les réseaux. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on devienne intelligent collectivement. Et si je peux me permettre de faire un appel au peuple dans cette salle, ça veut donc dire de disposer de réseaux intelligents, donc de données. Ces données-là, où est-ce qu'elles se trouvent? Elles se trouvent dans une multiplicité de capteurs qui sont installés sur les réseaux. Et je dirais que soyons cohérents. Je ne dis pas qu'au sein de France Urbaine, on développe un discours anti, ce n'est pas le cas. Mais beaucoup d'acteurs qui sont à la fois des défenseurs ardents du développement des énergies renouvelables ne soutiennent pas en même temps, ce qui est une évidence. Je vais parler ne serait-ce que du compteur intelligent, qui est un capteur élémentaire qui nous permet de disposer des informations nécessaires à l'équilibre et à la gestion temps réel du réseau. Il nous faut une cohérence politique de messages, d'affichage. Si j'avais un message à passer ici même au sein de cette instance, c'est que France Énergie Éolienne soit encore plus proactif dans la vision d'ensemble. François a utilisé le mot, je ne sais pas qui, de systémique, parce qu'on est bien dans l'ensemble de ces données. Ce n'est pas seulement un industriel, ce n'est pas seulement un paramètre, c'est globalement une gestion beaucoup plus dynamique, systémique et intelligente de nos réseaux. Donc je crois qu'il faut qu'on affiche tous ensemble ce que nous sommes capables de faire, et c'est ça qui permet de faire de la régulation de tension à tous les niveaux, et en particulier à l'échelon local, parce que grâce à cette gestion dynamique, intelligente, quasiment temps réel de tous les instants du fait de l'intermittence, nous savons les relever, ces défis. Moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a jamais eu autant de solutions, je le dis souvent, à notre disposition aujourd'hui, du point de vue technologique, du point de vue données, du point de vue numérique, du point de vue digital, qu'à l'instant où on parle, pour relever ces défis. C'est assez passionnant, il faut qu'on joue collectif, c'est ce que vient d'évoquer François, et à tous les niveaux de la chaîne et de la dimension systémique qu'on évoque. Charles Lermite, effectivement, pour la région Grand Est notamment, parce que c'est un exemple instructif manifestement où il y a pas mal d'éoliens qui contribuent activement à la consolidation du réseau dans cette partie de la France.
Bah là, typiquement, je pense qu'on peut vraiment affirmer qu'on joue collectif. Enfin, en région Grand Est, il y a une collaboration très étroite avec les gestionnaires de réseau. On en est à notre deuxième révision de S3 RENR. On a anticipé finalement ces montées en puissance de connexion de parcs éoliens. Et on peut dire qu'on travaille vraiment sur un partenariat qui est extrêmement actif. Et du point de vue des expérimentations, la plupart des expérimentations d'ailleurs ont lieu en Grand Est. Et on peut dire qu'il y a une collaboration très active de la plupart des acteurs qui sont dans la salle aujourd'hui. Anne Bringot, on voit que le discours est quand même extrêmement technique. Est-ce que dans votre observatoire et dans les prévisions que vous avez prévues, est-ce que vous avez pris en compte toutes ces difficultés ? L'observatoire, il a vocation à faire un état des lieux à un instant T, de là où on en est par rapport à des objectifs. Sur ce qui est prévision, on reprend uniquement ce qui est dans la PPE. Donc c'est vrai que c'est plutôt dans le cadre de la PPE qu'il y a ces discussions justement sur la complémentarité des énergies, évidemment en intégrant la fermeture des centrales à charbon. Donc toutes ces questions de plus territoriales et d'appropriation au niveau des territoires, elles sont traitées un peu en dehors. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on a actuellement une PPE qui est hors sol, puisqu'elle est faite au niveau national sans lien avec les SRADET, ces fameux schémas régionaux qui sont en train d'être élaborés au niveau des régions. Et donc, on est bien incapable de dire si la somme des SRADET, si tant est qu'on arrive un jour à les additionner, aboutira à ce qui est prévu dans la PPE. Et quand on voit qu'au niveau national, il y a une volonté peut-être de concentrer certains moyens de production dans certaines régions, on peut se demander si c'est cohérent avec ce que les régions vont mettre dans leur SRADET. Alors qu'au niveau européen, il y a bien un aller-retour entre les États membres qui vont devoir faire leurs plans nationaux et les objectifs européens pour s'assurer qu'on a bien une cohérence entre les objectifs. Et du coup, dans l'Observatoire, on va l'année prochaine faire un développement pour avoir cette vision au niveau régional, donc mettre les objectifs des SRADET dans l'Observatoire et suivre ensuite effectivement ce qui se passe au niveau de chaque région. Charles Lermite. Alors pour le coup, je pense qu'on partage vraiment la même vision, c'est-à-dire que nous, on est parti du territoire. On a défini des objectifs PPE par territoire en prenant en compte l'acceptabilité, les contraintes locales, le développement des autres sources d'énergie. Et on a consolidé pour voir de quelle manière on pouvait recoller finalement avec un objectif PPE national. Et on s'aperçoit qu'il y a une grosse nécessité aujourd'hui de rééquilibrage, notamment de l'éolien, puisqu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la puissance installée éolienne est concentrée sur 4 régions. Et on pourrait dire, entre guillemets, que l'effort n'a pas été partagé de la même manière dans toutes les régions. Et je rebondis sur l'évolution des technologies. Les nouvelles générations d'éoliennes vont nous permettre d'installer de manière un peu plus massive des mégawatts dans des régions qui précédemment n'accueillaient pas ou très peu d'éoliens. Et on a eu cette démarche de territoire, on part vraiment du territoire pour voir de quelle manière il est possible d'installer, de passer de 6 000 à 7 000 à 8 000 mégawatts sur une même grande région, des nouveaux parcs éoliens dans les 8 ans qui viennent. Pour continuer la discussion, je vais me tourner vers nos deux réseaux, régionaux d'une part et nationaux d'autre part. Effectivement, besoin de cohérence entre les schémas locaux et les objectifs nationaux. Comment est-ce que quand on gère les réseaux, on se dépatouille de tout ça, finalement, quelque part, apparemment, de ce manque de cohérence ? Alors, nous, on est sur la strate Europe, nationale, régionale et départementale. Je ne vais pas descendre en dessous, mais enfin, compte tenu des niveaux de tension qu'on gère. Je crois qu'il est très important, et certaines régions en ont conscience, que les élus prennent politiquement la main sur des SRADET un peu volontaristes, quoi. Il y a beaucoup d'endroits où on n'ose pas, où on laisse les territoires s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas ? Parce que c'est compliqué. Qu'un conseil régional donne, sans forcément qu'un territoire en ait exprimé l'envie, un signal positif d'élaboration de parcs éoliens, s'il y a une fronde locale, ça va être compliqué. Et il y a des régions dans le sud-ouest que je ne citerai pas où la productivité potentielle de l'éolien est plus forte parce que le vent est plus régulier. On pourrait monter à 35%. L'appétence pour accueillir des mâts est moins forte qu'à d'autres endroits. Donc parfois, c'est pas facile de concilier l'un et l'autre. Et moi, je comprends l'exercice politique qui est d'affronter une dichotomie entre une volonté locale, intercommunale et une volonté régionale. Et en même temps, nous, les gestionnaires de réseau, si les schémas ne sont pas en cohérence avec ce qu'on peut faire ou pas faire rapidement par rapport à ce qui existe,
Si les schémas n'affirment pas clairement des volontés qui pourront épanouir des projets dans un délai relativement compatible avec la nécessité d'urgence à laquelle on est confronté, on n'y arrivera pas. Parce qu'après, quand on est au schéma de raccordement pur et simple, S3R-ENR, je dirais que ça, là, on mutualise, c'est un boulot plus technique. On discute toujours le bout de gras avec les producteurs, mais grosso modo, le travail politique difficile, il est fait. C'est dans les SRADET que ça se passe. Et c'est vrai qu'il y a des régions qui expriment une forme de saturation, disons-le. Le Grand Est, Hauts-de-France, disant, nous, on a porté l'éolien pour tous, ce serait bien de partager. Je l'entends partout où je me déplace, l'appétence n'est pas forcément autant au rendez-vous que le dit le sondage que vous avez communiqué. Je me félicite du résultat du sondage. Mais il y a un travail politique à faire. Et peut-être qu'il y a à reprendre aussi de la pédagogie auprès de l'ensemble des élus régionaux. C'est une maïotique compliquée, une instance régionale, pas seulement dans votre région. Et il faut aller au front des explications. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie qu'il y ait un vrai mix électrique. Je ne pense pas que d'aucuns défendent ici une situation monopolistique avec un seul mode de production. Et donc, il faut profiter de ce moment. Pas d'allégresse, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est favorable pour qu'on ait des SRADET un peu, sinon coercitifs, en tout cas volontaristes. Charles Hermite, petite réaction. Je ne voyais pas forcément adhérer aux propos de M. Brotte. Je ne peux pas adhérer à tous les propos, c'est-à-dire qu'en termes de limite de l'acceptabilité... C'est le principe du débat. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une acceptabilité très diverse selon les régions, mais encore une fois, ce qui est important, c'est l'impulsion politique. Quand l'impulsion politique n'est plus là, quand il n'y a pas de stratégie, quand il n'y a pas d'objectif clair, c'est beaucoup plus difficile à porter après sur les territoires. Alors on peut se féliciter que néanmoins les ENR, depuis 2-3 ans, soient de plus en plus le fait de l'appropriation des collectivités. On a aujourd'hui... des sociétés d'économie mixte, on a des collectivités qui s'investissent davantage dans les parcs éoliens, dans le développement des parcs éoliens. C'est une des clés de l'acceptabilité, mais je ne pense pas que l'acceptabilité se résume au fait d'avoir une forte densité d'éoliennes ou pas. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et encore une fois, on a besoin de portage. Philippe Montlegout. Oui, non, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit sur les SRADET, parce qu'il y a eu plusieurs générations de SRADET également, je pense qu'on peut le souligner. Une première génération de SRADET où beaucoup ressemblaient aussi à des wishful thinking, comme disent un peu nos amis anglais, c'est-à-dire on retrouvait une générosité et qui n'était pas acceptable, ni même du point de vue de la faisabilité au sens acceptabilité, et encore moins de la capacité derrière véritablement technologique à pouvoir les construire, encore moins industrielle et encore moins de la part des réseaux. Les choses ont évolué. Enfin, je crois que nous, François dira la même chose, nous participons dorénavant systématiquement au SRADET, et ce n'est plus ni une contrainte, ni, j'allais dire, un choix obligé, mais bien, au contraire, parce qu'il y a cette dimension collective que l'on évoque et qui permet de donner beaucoup plus de réalisme au SRADET. Ça c'est le premier point, et je pense que de ce point de vue-là, il y a une vraie ambition de la part des régions de mieux travailler d'abord leur mix, leur choix, la réalité de leur territoire, la faisabilité, etc. Et de ce point de vue-là, moi, je note en quelques années les incommensurables progrès qui ont été réalisés. Ça, c'est le premier point, et c'est quand même un élément effectivement très structurant. Le deuxième point qui est très déterminant, c'est qu'on a également tout de même beaucoup travaillé. Vous disiez comment on se dépatouille. On s'est dépatouillé pendant un temps et on pourrait garder ce vocabulaire. Aujourd'hui, on est loin d'être dans cette logique-là. On est rentré dans des processus beaucoup plus industriels, beaucoup plus maîtrisés. Je disais tout à l'heure qu'avec France Énergie Éolienne, on avait fait énormément de progrès sur l'échange d'informations, les informations en amont, sur la capacité demain à mieux dimensionner les ouvrages, à réaliser les échanges d'informations amont, pendant, aval. Et ça donne aujourd'hui une réalité industrielle, véritablement, au développement des énergies renouvelables. On est passé, j'allais dire, presque d'un certain artisanat, qui était un petit peu la phase, peut-être une phase exploratoire, un petit peu de découverte, pionnier, à aujourd'hui quelque chose qui a une résonance industrielle. Et puis le troisième point, c'est les collectivités en elles-mêmes, qui elles-mêmes, ça vient d'être dit, je voulais également le souligner, ce point, ont progressé dans la structuration même de leur projet, dans leur structure juridique, dans leur choix, dans la manière également elles-mêmes de rentrer dans le jeu du développement des énergies renouvelables. C'est un facteur qui est nouveau et qui donne un réalisme et qui probablement confère, je dirais, un soutien tout à l'heure à ce qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'il y a donc une part beaucoup plus active qui est prise par les collectivités elles-mêmes dans les structures juridiques permettant de développer des énergies renouvelables. C'est en même temps aussi une manière d'anticiper un certain nombre de choix
politiques nationaux. Parce qu'on parle de l'éolien, mais on pourrait parler du solaire, où, comme vous le savez, les perspectives en dizaines de gigawatts qui sont maintenant installés à des horizons, somme toute, assez proches. Si on se met à horizon 2035, c'est quand même pas très loin. Ça nécessite des surfaces au sol, accessibles, pas accessibles, mais sur lesquelles il y a une réflexion qui se fait. Et la PPE va avoir comme conséquence première positive de justement pouvoir commencer à mettre une dimension beaucoup plus rationnelle dans l'approche de la mise à disposition de terrain. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle des régions, c'est le rôle des collectivités locales, c'est le rôle des acteurs industriels qui aussi peuvent trouver, ou industriels et agricoles en l'occurrence, pouvoir trouver les réponses. Donc on n'est plus dans la phase dépatouillage, on est quand même rentré dans une phase beaucoup plus structurée, beaucoup plus industrielle, de maturité. Je crois que c'est ça la bonne nouvelle qu'on peut partager aujourd'hui. Oui, juste une précision, parce que j'étais un peu elliptique tout à l'heure sur quand vous m'avez dit l'éolien participe au réglage de la fréquence ou de la tension. Bon, j'ai fait quelques vérifications. Effectivement, les parcs, avec l'intelligence complémentaire qu'ils ont aujourd'hui, avec la capacité de prévisibilité qui est la leur, le fait que le vent souffle ou pas, la production éolienne peut venir sur les marchés proches du temps réel, comme les réserves primaires ou secondaires, qui, elles, sont pour nous l'outil que nous avons pour maintenir effectivement le réseau en fréquence 50 Hz. Ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est de plus en plus vrai, et c'est lié au fait que ces producteurs arrivent à aller sur ces marchés compte tenu de la technicité qui est la leur en matière de prévisibilité. Donc c'est un fait qui est lié à la fois à l'amélioration de la productivité des parcs, mais aussi à l'intelligence aujourd'hui dont ils sont dotés. C'est important, ça, Charles. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire François, parce que c'est très important, effectivement, de le souligner, pour revenir à la phase industrielle. Toutes nos agences de conduite, par exemple, systématiquement, nous en avons 31 en France, sont depuis équipées depuis maintenant quelques temps, systématiquement, de tous les dispositifs qu'on vient d'évoquer, d'échange d'informations, donc de capacité à intervenir temps réel sur la gestion prévisionnelle et la régulation de tension, le cas échéant. Des choses qui, il n'y a pas si longtemps que ça, et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'ess à année, n'étaient absolument pas présentes. Donc on voit bien, cette maturité industrielle, elle est là aujourd'hui. Oui, encore maintenant, parce que dans les pouvoirs publics, j'allais vous passer effectivement la parole, en règle générale, on entend toujours l'éolien, c'est intermittent, ça pose problème. En gros, plus on en met, plus on cumule les problèmes. Finalement, on se rend compte qu'avec la digitalisation et l'intelligence des réseaux d'une part et des éoliennes d'autre part, on arrive à gommer ce problème et à contribuer activement au réseau et au système énergétique. Oui, et il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui la puissance des outils de prévision que la plupart des acteurs du marché ont à disposition. Alors, à ce niveau de la table ronde, je vous propose que l'on commence à faire passer un micro dans la salle, de manière à avoir vos questions. Alors, je sais qu'en règle générale, tout le monde est timide, on n'ose pas lever la main, mais n'hésitez pas, vous avez devant vous des gens qui sont là pour vous répondre et apporter... Ah, Jean-Yves Grandidier, qui est décidément un bon candidat pour prendre la parole au départ et décongeler un petit peu la salle, je vous en prie. Oui, je voulais revenir sur justement la PPE. Au niveau de Valorem, on a fait un cahier d'acteurs où on fait la promotion d'un scénario Watt, donc un des scénarios. Je ne suis pas fan obligatoirement de RTE, mais je trouve qu'effectivement, le travail qui a été fait l'année dernière par RTE était très intéressant. Et donc, je pense que ça vaut le coup de s'appuyer sur ce travail pour pouvoir faire progresser la réflexion. Et donc, on a fait un scénario Watt boosté en énergie renouvelable. Et on arrive en 2035, puisque c'est un peu l'horizon de ces scénarios, à ce qu'il y ait une consommation d'électricité qui est plutôt en hausse. Alors peut-être qu'on évalue mal, parce que nous, on fait ça sur le coin de table, on n'est pas des grands analystes à ce niveau-là, mais on évalue mal peut-être effectivement le potentiel d'amélioration en termes d'efficacité énergétique à cet horizon. Mais surtout, ce qu'on a mis, c'est qu'on a vraiment été à fond sur l'électrification de la société. Et en particulier, alors bien sûr la voiture électrique, on s'est basé plutôt sur les 15 millions de voitures électriques de certains scénarios de RTE. On a mis vraiment, on va dans le sens d'une électrification. Mais on a plus que ça. Aujourd'hui, il y a 100 TWh de consommation de chauffage qui se font fuel. On a dit on éradique ça, et c'est en particulier dans le milieu rural.
et on équipe pratiquement systématiquement de panneaux solaires avec du stockage dans les usages pour faire l'eau chaude sanitaire, pour faire une partie du chauffage. Donc en plus, on releste les usages au moment où il y a la production solaire pour effectivement d'éviter à avoir et à transporter, à refouler des quantités importantes d'électricité à la mi-journée sur les réseaux. Et au-delà de ça, on a même aussi converti en fait la production d'hydrogène pour l'industrie dans notre pays, qui aujourd'hui se fait quand même par réformage du CH4 et qui est très émettrice de gaz à effet de serre. Et le million de tonnes dont on sert dans l'industrie, eh ben on le fait avec de l'électricité par électrolyse de l'eau, au moment où on a des surplus d'électricité dans notre pays, justement, grâce aux énergies renouvelables. Et le scénario de boîte boostée, eh bien, effectivement, il consomme plus. Eh ben, effectivement, pour faire 1 million de tonnes d'hydrogène par électrolyse, eh ben, c'est 60 TWh. Donc je suis à 510 si j'enlève ça. Mais ça vaut le coup parce que ça permet de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il ne faut peut-être pas trop... l'important, c'est qu'on réduise globalement notre consommation d'énergie. Et si consommer un peu plus d'électricité qui va être en plus renouvelable parce qu'on a les potentiels en France, que ce soit en solaire ou en éolien, eh ben, il faut le faire parce que c'est quand même, on réduit la consommation d'énergie, on réduit les émissions de gaz à effet de serre et effectivement, toute cette électrification nous donne la flexibilité dont on a besoin pour intégrer à plus grande échelle dans nos réseaux ces énergies renouvelables variables, David. C'est pas intermittent. Le terme, c'est variable. Ne faisons pas le syndrome de Stockholm, là. Prendre le langage de notre bourreau. Voilà, merci. Alors, en même temps, je me permets de me défendre. C'est vrai que c'est important. Les mots sont importants. Et justement, quand je parle d'intermittent, c'est parce que, et vous le savez, j'anime beaucoup de conférences, notamment sur le domaine de l'énergie, notamment avec les députés, les parlementaires, et effectivement, le mot qui revient régulièrement, c'est intermittent, et ça rentre dans les têtes. Donc effectivement, moi, je vous en fais part, je vous en témoigne, c'est ce que j'entends par ailleurs, et manifestement, comme d'autres idées préconçues, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, la question d'intermittence, elle vaut le coup d'être combattue, et là, aujourd'hui, on a un beau témoignage, effectivement, du fait que cette intermittence est en fait une variabilité qui se gère. Voilà. Je vais laisser la parole à nos intervenants. Oui, peut-être pour... on peut être et variable et intermittent. Hein. Et je connais même des énergies qui ne sont pas renouvelables qui le sont. Donc voilà, je ne vais pas déployer les arguments, mais ne nous appesantisons pas sur une sémantique qui ne fait pas débat en réalité. Bon, je rappelle, RTE est un service public qui n'est pas là pour faire du profit, qui est là pour objectiver le maximum de données au service de la nation. Et donc quand on fait des scénarios, ce n'est pas par religion, c'est par compétence et expertise qu'on essaie de travailler sur des prospectives qui n'enferment personne dans aucun choix prédéterminé. Vous l'aurez remarqué, les scénarios qu'on a proposés, vous en avez cité un, sont plusieurs, ils prennent plusieurs options qui à la sortie nous permettent de garantir que l'équilibre offre-demande restera toujours au top de ce qui est nécessaire en temps réel toute l'année. Parce que c'est ça notre sujet. Notre sujet, c'est de garantir que, quelle que soit la saison, toute l'année, on est au rendez-vous d'un réseau qui n'est pas en blackout. Et c'est un exercice qu'on est les seuls à pouvoir faire parce que c'est ce qu'on gère au quotidien. Hein. Donc, ce n'est pas des moyennes mathématiques. Après, sur la question de la consommation, je vous renvoie au scénario auquel vous faisiez allusion. Il y a toujours dans ces scénarios-là une courbe de consommation en légère augmentation. On n'est pas dans une religion de la stabilité à tout prix. C'est ce qu'on constate depuis 3 ans. Hein. Donc ça, c'est indéniable. On pense qu'on peut gagner des parts d'efficacité énergétique encore sur le bâtiment, sur les équipements électroménagers, sur les lampes, etc. On pense que les nouveaux usages, notamment la voiture électrique, si on arrive à avoir un signal tarifaire intelligent, ça servira plus au stockage qu'à une consommation outrancière à la hausse. Évidemment, si on dit c'est open bar pour tout le monde, la voiture électrique, à 19h, branchez-vous tous, on n'y arrivera pas, c'est clair. Mais on a le droit d'envisager une responsabilisation, une discipline qui nous permettrait d'aider le système électrique dans son ensemble grâce à cette masse de stockage. C'est le pari qu'on fait. Après, modifier le chauffage, on a un sujet qui est quand même la pointe de 19h. Et quand l'hiver il fait froid, le fait qu'on ait beaucoup de chauffage électrique nous donne un rendez-vous avec quelque chose qu'il est très difficile d'élimer. Si on continue à monter en chauffage électrique, cette pointe continuera à augmenter. Il faudra qu'en face, on aligne non pas des dollars, mais de la capacité de production mobilisable. Donc on a ce sujet de pointe sur lequel
Alors, sauf si les gens, vous l'avez dit, ont un stockage chez eux, etc. Voilà. Vous avez pris la précaution de le dire. Ça, c'est effectivement, moyennant cette proposition, on peut l'imaginer. Mais sinon, cette question de la pointe, elle est prégnante, c'est le cas de le dire, dans notre pays. Et heureusement que nos voisins ne se couchent pas à la même heure, ne mangent pas à la même heure que nous, parce que ça nous permet, dans ces moments-là, d'avoir une solidarité européenne avérée. Mais sur la consommation, moi, j'attends tous les challenges. On est tout à fait ouvert, on écoute toutes les parties prenantes. Pour les transferts d'usage, s'ils sont disciplinés aujourd'hui, on n'envisage pas une explosion de la consommation pour autant. S'ils ne sont pas disciplinés, ce n'est pas qu'il y aura une explosion de la consommation, c'est qu'on ne saura pas faire, tout simplement. Philippe Onlogou. Juste pour apporter je dirais un concours peut-être à ce qui vient d'être dit sur l'électrification, parce que en l'espace de peu de temps, et certainement le développement d'ailleurs des énergies renouvelables en est peut-être le facteur d'appréciation différente de ce qu'on a connu il n'y a pas si longtemps que ça, en particulier les oppositions un peu dogmatiques entre certaines énergies, on s'aperçoit, et c'est un discours qui commence à se généraliser à l'échelle, j'étais il n'y a pas longtemps aux États-Unis, où ce discours de l'électrification est plus qu'un discours, justement, il commence à devenir potentiellement une scénarisation un peu différente. Ça ne modifie pas, et les scénarios, je crois, epsilon près, qui sont ceux qui vont servir de base à la PPE, je ne pense pas qu'on soit dans ces constante de temps à l'instant T. Mais il nous revient, et en particulier dans ce type d'assistance, que de voir à quel point le développement massif des énergies renouvelables est aussi enclin à modifier le rapport à différentes énergies. Et on n'est plus donc dans l'opposition systématique comme elle a pu être. Elle va se concevoir différemment par rapport à leurs valeurs environnementales, etc. Gestion d'ailleurs de la pointe aussi, parce que c'est ou variabilité, comme on vient de le dire. On voit bien que le vocabulaire lui-même qui s'est transformé montre à quel point on peut rendre l'acceptabilité du développement de l'électricité complètement différent de ce qu'il a pu être à l'époque où on le regardait avec d'autres regards. Donc moi je crois qu'effectivement il faut aussi, au-delà des scénarios PPE, imaginer une électrification nouvelle, j'allais dire, en quelque sorte, des comportements. En tout cas, nous, au niveau des réseaux, et peut-être plus encore distribution pour les raisons qu'évoquait François tout à l'heure, au sens éventuellement réinjection dans le réseau de transport, il nous faut aussi prendre en compte ces dimensions-là, qui sont certes des scénarios un peu plus lointains, mais je crois qu'il faut commencer aussi à les regarder à l'aune d'un développement massif des énergies renouvelables. Donc moi, je crois que merci de votre contribution, parce que ce sont des éclairages un peu différents, qui sont presque sociétaux, si on les parallélise avec le développement des énergies renouvelables. Oui, pardon. Anne Bringo, non, je vous en prie. Vous souhaitiez également réagir à la question? Oui, sur le chauffage fuel, effectivement, il faut effectivement se débarrasser de ce chauffage au fuel. Ne pas oublier quand même la rénovation des logements, parce que ce qui compte, c'est quand même de baisser la consommation et que les gens vivent dans un confort meilleur et une meilleure santé et des factures d'énergie plus faibles. Ensuite, par quoi on remplace? Est-ce que c'est par du chauffage central à effet Joule? Comme on l'a vu, pointe électrique, on va finalement chauffer avec du fossile de la même manière. Ce n'est pas non plus la solution. Donc effectivement, plutôt peut-être des pompes à chaleur, des réseaux de chaleur quand ça existe, du bois. Donc attention quand même à bien avoir en tête par quoi on remplace et quel est l'impact. Sur le fait d'avoir chacun son panneau solaire chez soi et sa batterie, vigilance également. Le meilleur outil de flexibilité, c'est d'abord le réseau. Je vais refaire la publicité de mes voisins. Mais si chacun devait avoir chez soi son panneau solaire et sa batterie, déjà, tout le monde n'a pas un toit au sud. Et les batteries ont un impact écologique qui n'est non négligeable. Donc autant les grouper et faire plutôt de l'autoconsommation, par exemple, collective. Donc après, c'est un autre débat à ouvrir. Sur la question d'un scénario très électrique, la question, elle se pose plutôt pour après 2035 sur les niveaux de consommation d'électricité. Parce que même dans des scénarios où on va vraiment vers beaucoup de consommation d'électricité, en 2035, on ne va pas dépasser la consommation actuelle. On aura une baisse d'abord avec l'efficacité énergétique, puis ça remonte avec effectivement de nouveaux usages sur la mobilité. Et la mobilité, là aussi, dernier questionnement, est-ce qu'on veut remplacer toutes les voitures actuelles par des véhicules électriques? Est-ce qu'on ne veut pas aussi poser la question des déplacements contraints? Certains qui font des kilomètres par jour, alors qu'on pourrait avoir, par exemple, une journée de télétravail par jour. Donc avoir moins de déplacements en voiture. Et sur le véhicule, certains prônent plutôt du véhicule électrique en périurbain et du véhicule bio-GNV en milieu rural, où on va faire de la méthanisation, par exemple, et des circuits courts. En tout cas, pour les poids lourds et les bus et les cars, on est
en général pas sur du tout électrique. Donc il y a voilà, un petit peu de nuance probablement à avoir sur les vecteurs, sur la mobilité. Nous avions une deuxième question de Fabrice Cassin. Ne vous embêtez pas, c'est plus rapide par là. Oui, bonjour. Une question pour revenir sur la planification, sur l'articulation entre PPE, SRADET et le schéma de raccordement, le schéma des réseaux. Mais est-ce qu'au fond, le seul vrai schéma de développement éolien qui apporte une prévisibilité, une sécurité pour les développeurs, c'est le schéma, c'est le S3R, c'est le schéma d'évolution du raccordement, c'est le seul. Le SRADET, quelle est son utilité si c'est un exercice théorique? La PPE, elle a sa grande logique au niveau de l'État, mais est-ce qu'on ne pourrait pas recentrer, et on est ici aussi pour ouvrir des débats et pour faire avancer les choses, pour recentrer les choses et ramener vers une planification spatiale éolienne étroitement liée au schéma de raccordement? Je m'adresse à François Brottes qui a su, en 2013, supprimer les zones de développement éolien, une planification qui avait conduit à l'arrêt de la filière. Inutile de dire que ça m'a valu quand même beaucoup de difficultés dans certains territoires. Alors, je ne pense pas qu'on puisse supprimer le politique local comme ça. Je crois que si on veut qu'il y ait une appétence des territoires, il faut que les conseils régionaux se mouillent dans l'affaire et qu'ils expriment quelque chose. Parfois, c'est un peu poétique. Bon. Je pense que ça mûrit progressivement. Mais c'est la clé d'entrée à la réussite du coup d'après. Donc on perd un petit peu de temps, je conçois, j'entends l'impatience, on n'attend pas ça nous pour réfléchir bien évidemment, mais si on avait juste la PPE, le S3R, ENR, c'est-à-dire qu'on court-circuite le territoire. Et là, on ne pouvait pas à la fois souhaiter une appétence des territoires et leur dire vous n'êtes plus dans le jeu. Donc ça paraît extrêmement difficile pour avoir été de l'autre côté de la barrière. Cette proposition, si j'étais encore de l'autre côté, ne me plairait pas vraiment. Parce que, par contre, que vous en appeliez à, comme on l'a fait tout à l'heure, à plus d'implication, plus de volontarisme, ça va monter. Je pense que les générations se succèdent, que petit à petit, l'appétence monte. J'ai peur parce qu'on risque de finir la table ronde. Je voulais juste vous dire que nous, on était prêts pour l'offshore aussi. On n'a pas fini encore. Que nos équipes étaient... Parce que là, elles me disent, on ne parle pas d'offshore, j'ai quelques messages, là, c'est dommage. On a maintenant 100 personnes qui bossent que là-dessus. Il va falloir y aller, hein, les enfants. Sur l'offshore peut-être, Charles Hermite? Sur l'offshore, aujourd'hui, on a des objectifs en termes de PPE qui sont également très ambitieux. Bon, le constat est qu'aujourd'hui, rien n'est fait. On est évidemment très volontariste sur le flottant, sur le posé. On est en train de, petit à petit, gagner une guerre qui est la guerre des prix, la guerre de la compétitivité de notre kilowattheure. Donc aujourd'hui, on va dire la moitié de l'objectif dans les 8 ans qui viennent repose sur le développement de l'offshore posé et sur le flottant. François Brottes, vous pouvez rassurer vos équipes. Il y aura une table ronde qui sera dédiée à l'offshore, justement. Donc ça sera demain matin. Et à mon avis, effectivement, ce sera intéressant. Demain matin, je ne serai pas là. Donc c'est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Juste dire quand même que RTE a été désigné par la loi pour assumer la maîtrise d'ouvrage des raccordements. C'était un débat. Hein. Je pense que personne n'aura à le regretter. On est là pour mutualiser, parce que si chaque parc veut son poste électrique pour se raccorder, on ne va pas s'en sortir. Là, on peut mutualiser. Je pense qu'on a aussi une approche en matière de concertation qui fait que sur tous les parcs qui sont lancés, nos équipes sont sur le terrain déjà, j'allais dire mètre carré par mètre carré, pour faire en sorte que toutes les autorisations soient obtenues. Le combat n'est pas facile. La contrainte en matière de biodiversité, environnementale, elle est aussi forte en matière de raccordement offshore qu'en matière de raccordement terrestre. Mais voilà, ils sont 100 aujourd'hui, ils sont très occupés, on va peut-être doubler la mise demain, on est au rendez-vous. En tout cas, on vous attend. Peut-être juste un élément pour compléter sur la réponse et dans le sens de ce que vient de dire François. Au-delà de l'ambition industrielle et des grands équilibres énergétiques que la PPE devra soutenir à court terme, je pense qu'il ne faut pas négliger la dimension véritablement que j'évoquais tout à l'heure, sociétale et de la transformation, qui est celle de la prise en charge par la société civile véritablement de la mutation énergétique que nous connaissons. Moi, j'ai l'habitude de citer Al Gore. Alors, pardon, il n'est pas français, mais je pense que quand il est venu à Paris lors de la COP21, je pense que François y était également, il a renvoyé un message très fort sur la COP21 en disant la grande transformation qui s'est opérée à Paris
grand succès diplomatique de la COP21, c'est que ça a transféré véritablement à la société civile la responsabilité, quelque part, ou la capacité à véritablement développer la mutation que nous sommes en train de construire ensemble. Et ça veut donc dire que les clients sont acteurs, les collectivités, les territoires en sont acteurs. Certes, il faut des SRADET, et je pense que et leur maturité industrielle est absolument nécessaire et donne le cadre nécessaire. Mais quand on voit la profusion aujourd'hui, je peux en parler, très directement concerné au quotidien, d'initiatives, de développement, de structuration en quelque sorte des initiatives locales. D'ailleurs, le Clean Energy Package aujourd'hui à Bruxelles prévoit les communautés énergétiques locales qui s'inscrivent dans cette mutation avec véritablement une nouvelle manière d'appréhender la consommation de l'énergie et la gestion de l'énergie. Et y compris en s'appuyant sur les réseaux qui sont les nôtres. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il n'y a pas de contre-indication aucune, au contraire. Il y a même une vraie complémentarité. Donc oui, il faut ce cadre qui doit être beaucoup plus structurant, j'allais dire, et prescripteur, voire même au niveau des initiatives, qui donne la vision stratégique d'une région. Et nous appelons de nos voeux, comme François l'a fait lui-même, à ce qu'il soit beaucoup plus réaliste, concentré sur la réalité des territoires, ça a été dit tout à l'heure, mais en même temps, ils doivent être un formidable levier de développement de l'initiative locale, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et je pense que c'est dans ce mix-là qu'on va trouver les réponses. Et si je peux me permettre également, au niveau des régions, on a parlé d'acceptabilité tout à l'heure, et on a dit que l'emploi n'était pas forcément le premier critère retenu dans le cadre des sondages, mais au niveau du développement régional, au niveau de la volonté du développement des ENR, le développement de nouvelles filières économiques, c'est une des priorités. Donc pour en revenir à la région Grand Est, aujourd'hui il y a différentes filières qui sont en train de se développer, de nouveaux métiers sur le reconditionnement, sur le démantèlement, des structurations de filières économiques pour répondre à l'énorme volume finalement de parcs à construire. Et c'est une des priorités fondamentales finalement des régions, l'emploi. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que, là c'est pour répondre à Fabrice, les SRADET, c'est un outil de travail partagé, de travail collaboratif avec la région. On peut bien évidemment pas s'en abstenir, d'autant plus que c'est via le SRADET qu'on va traiter la problématique de la répartition, des enjeux environnementaux, de l'acceptabilité paysagère. Et c'est finalement l'unique outil qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour travailler main dans la main avec la région qui reste le fer de lance du développement des ENR. Alain Bringot, sur la suggestion effectivement de remplacer le SRADET par un autre outil qui serait plus adapté. Alors en tout cas, je rejoins ce que disait François Brotte, il faut effectivement un outil qui permette aux politiques et aux acteurs non étatiques, effectivement, dont vous parliez, donc les collectivités, les citoyens, les agriculteurs, les PME, de s'impliquer et de prendre ce questionnement en tête et de voir comment se projeter dans ce monde futur, y compris en voyant les limites et les avantages, inconvénients de chaque solution. Au clair, on a développé une formation sur un outil qui s'appelle Destination TEPOS, qui est aussi un outil d'appropriation où on peut faire une réunion avec des élus, avec des habitants, différents acteurs, et sur la base de cartes simplement qu'on va poser sur le territoire, on va demander aux gens de faire des choix sur des rénovations de logements, sur un nombre d'éoliennes, et ça permet à chacun de prendre en compte le fait qu'il y a un moment, il y a des choix à faire pour atteindre les objectifs et que forcément chaque choix a des avantages et des inconvénients, mais que ça fait entrer ce débat et ça permettra d'avoir des décisions qui ensuite seront mieux tenues que si on a uniquement une démarche technique qui pourrait être remise en cause ensuite politiquement. François Brotte, vous retenez votre micro. Oui, une remarque sur les faux amis de la simplification. Il est parfois évoqué ici ou là que dans certaines procédures, il faudrait faire disparaître le préfet, qui pourrait être un élément. Moi, je partage un point de vue différent. Pour travailler sur ces questions depuis déjà longtemps, les préfets sont des éléments de temporisation, de médiation très utiles. Très utiles. Donc oui, c'est un rendez-vous en plus. Mais c'est un rendez-vous en mieux. Voilà, je préfère le dire, je ne suis pas sûr que ce sera l'option qui sera retenue, mais gardons-nous de supprimer le rôle qu'il joue effectivement, y compris dans les moments de grande tension. Merci de toutes ces précisions. Suite à la question de Fabrice Cassin, a-t-on une autre question? Mademoiselle, si on peut aller de l'autre côté, ou madame plutôt.
C'est une question pour Monsieur Brotte qui ne sera pas là demain pour parler d'offshore. Si vous pouvez vous présenter, excusez-moi. Oui, je suis Grégoire Durand, consultant pour Natural Power. Le développement de l'offshore, vous avez dit tout à l'heure que vous alliez peut-être doubler la mise en termes de personnel chez RTE. N'est-il pas plus que les autres ENR dépendant des choix relatifs au nucléaire? Et selon vous, quels sont les enjeux à ces niveaux de capacité, parce qu'on parle à chaque fois de plusieurs gigawatts, on parle de grosses tranches, et à ces niveaux de tension également, 225 et 400 kV. François Brotte. Moi, je ne poserai pas les choses comme ça. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard, chacun le sait, puisque depuis 2012, il ne s'est rien passé. Que même si on fait nos meilleurs efforts, il y en a encore pour quelques années avant que le premier parc puisse être connecté sur le réseau. Ce que je comprends, c'est qu'on a un niveau, pardon d'utiliser encore ce terme, un facteur de charge, de productivité qui est 2 fois celui du terrestre. Ce n'est pas que théorique, c'est constaté. Donc c'est un élément de maturité de production de d'ENR qui est considérable, qui va rejoindre presque l'hydraulique. Je caricature un tout petit peu. Hein. Donc on a, pour réussir la transition énergétique, y compris dans sa phase élimination du thermique dans un premier temps, on en a absolument besoin. Et je ne vois personne essayer de freiner l'offshore, si ce n'est ceux qui, sur le littoral, s'opposent aux mâts éoliens offshore comme aux mâts éoliens terrestres. Mais on attend avec impatience une technique, une technologie qui est extrêmement mature. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait normal que notre pays soit en retard comme ça. Chacun prend sa part du retard. L'essentiel, c'est la capacité à faire recours sur recours systématiquement. Aucun recours épuisé quasiment pour l'ensemble des parcs. C'est pas normal. Moi, je suis pour l'expression démocratique, je suis pour que chacun puisse donner son point de vue, mais quand on est dans une stratégie d'empêchement à ce point pour quelque chose qui est aussi nécessaire, ça commence à devenir un peu pénible. Juste pour parler recours 2 secondes, hein, oui, je reviens également sur le groupe de travail Le Cornu qui a émis un certain nombre de propositions très intéressantes. Maintenant, la profession attend également que ces propositions soient mises en œuvre. Hein. On parlait de la suppression d'un niveau de juridiction. On voit qu'aujourd'hui, les recours, c'est aussi ce qui grippe la mécanique éolienne, quoi. A-t-on une autre question dans la salle? Oui, monsieur. Merci. Jean-Laurent Gentil pour Enedis Picardie. Une question pour le représentant de la FE. Entre les opérateurs de réseau et les producteurs, on a vu émerger des expérimentations de services systèmes. Est-ce que, vu de vous en France et aussi vu de ce que vous pouvez vivre dans d'autres pays à l'étranger, vous voyez émerger un modèle économique qui va rendre possible ces services de façon généralisée? J'allais dire, toute la réponse, elle va porter sur la rémunération de ces services systèmes. Je pense qu'aujourd'hui, la profession est particulièrement engagée pour suivre le modèle de ce qui s'est développé à l'étranger. Mais s'il y a une rémunération de ces services systèmes, ça va se développer de manière très importante. En tout cas, la totalité des sociétés, enfin des adhérents de FE, s'est portée volontaire pour ces expérimentations. Là, aujourd'hui, vous nous avez fait un retour. C'est des expérimentations qui ont lieu lors de l'été dernier. Un certain nombre d'ailleurs également en Grand Est. Et aujourd'hui, la profession est prête à la mise en place de ces mécanismes, bien évidemment, s'il y a une rémunération en face. Ces messieurs des réseaux. Bon, ça ne se décrète pas. Je veux dire, j'ai dit tout à l'heure que sur la réserve primaire et secondaire, vous étiez déjà partie prenante. On peut mettre ça dans le vocable générique des services systèmes. Il y a une expérimentation en Vendée, ce n'est pas votre région, mais qui effectivement fait des démonstrations très intéressantes. Donc il n'y a aucune raison. Généralement, ces services-là sont plutôt bien rémunérés. Philippe Monlebout. Je ne peux que corroborer ce qui vient d'être dit. Après, ça dépend de la maturité des systèmes électriques. Effectivement, il y a des environnements à l'étranger qui sont beaucoup plus favorables au sens conditions de marché, qu'on vient d'évoquer, à l'intégration de services systèmes, parce qu'ils trouvent naturellement une valorisation dans les faiblesses ou dans la fragilité globalement des réserves et des différents systèmes électriques. On ne va pas se plaindre en France d'avoir un système électrique qui offre quand même un certain nombre de garanties. Donc effectivement, ça laisse une place relativement faible aujourd'hui au service système. Pour autant, elle n'est pas inexistante. Et ce qu'on a fait sur Ventea, pour en reparler, a mis en évidence que dans des conditions de compétitivité, peut-être demain aussi avec l'accès au stockage dans d'autres conditions, ces services systèmes pourront trouver
peut-être un peu plus de valeur, oui. Je propose qu'on prenne une dernière question. Pas de dernière question? Eh bien écoutez, je pense qu'on a été clair effectivement sur ces questions de PPE et surtout de développement régional. Néanmoins, avant de vous quitter, alors c'est vrai que je ne vais peut-être pas forcément m'adresser à vous, messieurs des réseaux Enedis et RTE, parce que vous êtes très certainement soumis à un devoir de réserve, mais on a beaucoup parlé de la PPE, j'ai évité quelque part la question des ambitions, quelque part un petit peu la liste au Père Noël. Alors là, je ne vais pas vous demander qu'on la dresse, mais plutôt éventuellement savoir si vous avez des bruits de couloir, vers quoi on s'oriente. De notre côté? Voilà votre avis. À vos grandes oreilles, qu'est-ce que vous avez pu entendre avec? Non, moi j'ai pas de bruit de couloir. On est en demande de gros volumes, on a vraiment de grosses ambitions en région. Encore une fois, on est vraiment dans l'attente d'objectifs ambitieux et qui nous permettent d'articuler avec les SRADET, les S3 RENR, des objectifs régionalisés, encore une fois, ambitieux. Donc on est dans l'attente de cette ambition assez forte. Voilà. Les signaux qui disaient que finalement on réduirait un petit peu plus tard la part du nucléaire dans le mix électrique, ça ne vous inquiète pas? C'est une crainte. C'est effectivement la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on décale dans le temps la fermeture d'un certain nombre de réacteurs et que finalement on réduise à la portion congrue les ambitions qu'on a en termes de développement des ENR. C'est une crainte, c'est pas un bruit de couloir, c'est une crainte. Anne Bringot? Effectivement, c'est dans toutes les têtes. On sait très bien qu'effectivement, il y a un gros risque de recul sur des fermetures de réacteurs nucléaires et du coup, voilà, une argumentation qui va être sur le fait de retarder certaines filières d'énergie renouvelable en essayant de démontrer qu'elles seraient chères. Et je pense que sur l'éolien offshore, le problème n'est pas tant les recours, sur lesquels effectivement il y a probablement des choses à faire pour accélérer les procédures, mais je pense que le frein, il est vraiment ailleurs, et notamment à Bercy. Et moi, j'attends avec impatience le 30 octobre pour voir quels seront les chiffres sur l'éolien offshore, et ça sera un vrai marqueur de la volonté du gouvernement d'aller vers une vraie transition énergétique. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ces échanges. Merci à vous. Je pense que vous avez été très intéressés par tout ce qui s'est dit. J'en profite juste pour vous montrer la revue Environnement et Technique qui est disponible sur le salon à l'entrée, sur le stand des Pitch Innovation. Vous êtes nombreux à y avoir contribué dans les éditos. Et toutes ces questions de PPE, de projection et également toutes les questions des tables rondes qui seront évoquées demain et cet après-midi, ils sont largement abordés. Donc je vous invite à vous le procurer. Merci à vous tous et je vous donne rendez-vous à 15 h pour la deuxième table ronde de ce colloque national éolien consacré cette fois au cadre économique. Merci à vous tous et bon appétit.